Cet épisode a une distance de 7 km à un pace de 7 minutes 30. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Dans nos épisodes passés, on a déjà rencontré plusieurs professionnels différents, mais il y en a un, je pense, qui est très consommé par les coureurs, qui sont les physiothérapeutes. Aujourd'hui, on voulait rencontrer un physio qui traite des coureurs, qui est un coureur, pour faire le tour de la question avec vous, qu'est-ce que ça amène la physio pour les coureurs? Mais avant de commencer, Isa, moi j'aimerais savoir, est-ce que tu as couru cette semaine? Salut Coach Bill. Non, en repos suite au défi à Ottawa. Puis toi Bill, t'as-tu couru cette semaine? Ben, même chose que toi, parce qu'on enregistre, là, on est 3 jours post-Ottawa, donc j'ai toujours pas couru, j'ai décidé de respecter moi aussi mon repos. Regarde, parfait ça. Puis toi Julien, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru lundi, mardi. Des petites distances pour avoir du plaisir puis me vider la tête. Là. Cool, c'est les meilleures courses, ça. C'est aujourd'hui qu'on annonce le ou la gagnante du défi forestier. C'est une course en sentier unique d'une durée de 4 heures pendant laquelle vous allez choisir le parcours parmi 10 boucles. Il y en a qui sont plus faciles, d'autres plus techniques, avec plus ou moins de dénivelé. Chacune d'elles va vous permettre de remporter des points une fois complétée. C'est à nous de gérer le temps pour maximiser le nombre de points. On peut le faire seul ou en équipe, 2, 3 ou 4 personnes. Puis en plus, le coût d'inscription est tellement pas cher, c'est 45 $ par personne seulement. Puis pour vous seulement, les auditeurs de Coureur.io, on a même un code promo de 15% de rabais en plus par-dessus ça. Le code c'est Coureur.io 15. On va aussi le mettre dans les notes de l'épisode, évidemment. Puis s'il faut une raison de plus, ben sachez que les profits vont à la fondation de l'école Mont-Saint-Sacrement qui soutiennent les projets éducatifs de l'école. Ça se déroule à Saint-Gabriel de Valcartier le 28 septembre, puis on espère vous y voir en grand nombre. Mais là, voulez-vous savoir c'est qui a gagné? Ben, c'est juste ça qu'on attend dans le fond. Ben, la gagnante, c'est Julie Balleux. Elle a gagné son entrée pour une équipe de 2 parce qu'elle avait tagué son ami Gaël. Alors, Julie, ben, les gens du défi forestier vont prendre contact avec toi pour te fournir les informations. Pour les autres, c'est maintenant temps d'aller vous inscrire. Donc, je présente Julien Lamy, qui est physiothérapeute, qui a une maîtrise en physiothérapie de l'Université Laval, qui a été étudiant-soigneur pour le Rouge et Or football. Il a été physiothérapeute pour le Cirque du Soleil, propriétaire du réseau de cliniques Physio Saint-Maurice, coureur de trail, ultra-coureur et coureur en sandales, je dirais. Bienvenue, Julien. Merci. J'aimerais savoir, c'est quoi ce coureur en sandales? Coureur en sandales, dans le fond, on se cachera pas. J'ai un peu la mentalité de Blaise Dubois par rapport à courir nu-pied, courir tout le reste. Donc, depuis quelques années, à l'été, puis même à l'hiver, là, je travaille toujours en sandales, en bois arraché. Donc, les sandales qui ont été un peu commercialisés, plus connus par le livre Born to Run. Donc, je cours avec ça. Ça permet d'avoir très, très minimaliste, en fait, là. Ça fait juste protéger des roches. Fait que c'est un petit peu la marque, les gens me voient avec ça, puis ils comprennent pas pourquoi. Puis après ça amène la discussion, ça ouvre la discussion, la réflexion, puis voilà. J'ai eu peur quand t'as dit été comme hiver, mais tu cours pas en sandales l'hiver, là. Non. Dans le fond, je travaille en sandales tout l'hiver. Les patients, quand ils me voient avec des souliers, ils trouvent ça bizarre un petit peu, là. Fait que à la clinique, je suis toujours sandales, des fois nu-pied un petit peu. Fait que non, l'hiver, je cours pas de sandales, je cours en souliers, là. Ah oui. Puis ton histoire de course à toi, c'est quoi? Mon histoire de course à moi, j'ai commencé un peu vers la fin de mon université. Dans le fond, quand j'ai arrêté l'université, je me suis dit, je vais commencer à courir un peu. J'ai commencé par des Spartan Race. J'ai fait la Spartan Race à Tremblant. Première fois, c'était une hécatombe, là, c'était boiteux, c'était fou. À ça de ça, on s'entraînait un petit peu, mais sans savoir vraiment c'était quoi, juste pour le plaisir. Je suis allé au Vermont faire la Beast à Killington. Ensuite de ça, c'était ça. J'ai fini mon université, puis je me suis décidé à m'entraîner un peu plus, à augmenter les distances, faire la course de trail. Puis mon premier ultra était à Bromont en 2015.
2015. À l'automne 2015, j'ai fait le Bromont Ultra 55, c'est ça? Non, en 2016, excuse. En 2016, le Bromont Ultra 55, c'était la première course de trail. Ça a commencé là. Après ça, j'ai couru plus en trail. Chute du Diable, 80 km l'année suivante. Après ça, Trail du Grand-Duc. Puis c'est ça, pas mal ça. Puis dernièrement, j'en fais un peu moins de courses en tant que tel. Je m'entraîne pour le plaisir un peu plus, sortir des petits projets un petit peu. J'ai fait cette traversée de Charlevoix en solo sur 2 jours il y a 3-4 ans. Fait que c'est ça. Puis c'est quoi ta planification cette année? En as-tu une? En fait, non, j'en ai pas vraiment de planification. Dans le sens que quand je m'inscris à une course, si je m'entraîne pour ça, c'est pas c'est pas la course que j'aime, mais plus le processus de. Puis avec plusieurs choses, avec la clinique, Jean-Ta bébé, tout ça mis ensemble fait en sorte que des fois, je suis pas capable de prendre assez de temps pour une préparation, donc je vais pas mettre cette pression-là. Fait que je fais comme plus courir pour le plaisir sans avoir de progression en tant que telle. Puis peut-être, comme je dis tantôt à mes collègues, peut-être que éventuellement faire une bonne préparation de marathon sur 3-4 mois pour progresser vers ça. Mais sinon, ma planif, j'en ai pas vraiment. Là. Fait que c'est juste faire du volume puis avoir du plaisir en le faisant. Là. Exactement, en fait. Là, c'est faire le volume que je suis capable de faire. Puis me mettre pas de pression pour avancer, pour courir. Fait que juste sortir quand j'ai le temps, de me vider la tête, de me dépasser mon énergie. Ça me permet je le vois plus comme une source de soupape là, pour toute ma tête qui vire. Là. Puis quand est-ce que tu sais que c'est trop ou que c'est pas assez? La fatigue. Je le sens plus vraiment, personnellement, moi, c'est vraiment plus au niveau de la fatigue. Quand le lendemain matin, tu sais, comme je suis 2-3 jours à trouver ça tough, mes journées, je les trouve plus difficiles côté fatigue. Côté musculaire, côté physique, c'est pas trop une limite, mais en même temps, je me suis jamais explosé des grosses semaines, là, des gros volumes, des grosses charges. Mais tu sais, j'ai comme, au travers des années, j'ai comme trouvé mon range qui était comme pas si peu pour faire alliance entre travail, famille, puis course un petit peu. Oui, puis c'est important ce que tu dis. La plupart de nos auditeurs, c'est ça. Il y a personne qui sont des coureurs élites. Fait que la balance entre le travail, la famille, puis des fois, justement, s'impliquer dans un entraînement rigoureux, intensif, ben ça peut venir impacter des fois le travail, la famille. Fait que c'est de mettre les bonnes priorités aux bonnes places là, pour pas tout perdre finalement. Exactement, je pense que c'est intéressant. Puis des fois, d'avoir une planif fait en sorte de structurer puis d'optimiser ton entraînement. Donc, ton 4-5 heures que tu donnes dans ton entraînement par semaine, si tu as une planification puis tu as un plan d'entraînement, fait en sorte de l'optimiser plus versus juste courir pour courir. Enfin, ça dépend. Ben moi, je te dirais, moi, je cours pour courir beaucoup. Tu sais, là, je viens de faire un marathon à Ottawa, mais j'avais pas de planification spécifique. Mon but, c'était juste un peu comme toi. Faire du volume, je m'assurais d'avoir quand même un bon volume puis de sortir souvent. La seule petite planification qui fait du lien avec ce que tu viens de dire, c'est que je sais à peu près quand est-ce que je vais y aller. J'ai vraiment des moments clés où, le midi par exemple, le midi au travail, je sais que ça impacte pas personne. J'arrive le soir, c'est fini. Je suis disposé pour ma famille, je suis là. Fait que c'est de l'avoir là, mais si je le place pas plus que ça, là, c'est une charge mentale de « Ah, shit, je peux aller aujourd'hui. Ah, je peux aller encore aujourd'hui. Je peux aller encore aujourd'hui. » Ça vient me taxer. Je trouve ça tough. Je trouve ça lourd. Alors que si je dis « Ah, ouais, tel jour, ça se peut. Ça va être à peu près ça ma semaine. » Avec souplesse. Mais au moins, j'ai quand même un certain agenda, là, puis je m'y accroche. Mais je pense que c'est ça qui est important, en fait. C'est d'être, oui, rigoureux, mais avoir cette souplesse-là et tout le reste, là, tu sais, d'allier avec la famille. Des fois, faut juste savoir optimiser les moments d'entraînement, tu sais. Puis après ça, dans ta semaine, c'est les moments, comme tu dis, toi, c'est sur ton dîner. Moi, le mercredi, souvent, j'avais avec un de mes chums qui s'en entraînait pour un gros ultra. Ben, c'était là que je sortais, puis je faisais mes longues. Fait que, tu sais, je me permettais de pas travailler, de moins travailler cette journée-là, d'aller chercher 1 heure, 2 heures de course, 1h30, 2 heures de course. Puis ça me permettait de, justement, faire au travers d'eux, puis de mieux merger. Puis quand je retourne travailler après, ou je retourne à la maison, je suis disposé, j'ai ma soirée, ou j'arrive au travail, puis je suis mieux. T'as nommé Spartan Race, Tremblant, Killington, c'est drôle parce que quand on a fait notre histoire de course, Isa et moi, on a commencé par de la course à obstacles aussi avant de tomber sur de la course je dirais là, course sur route. Mais je pense que c'est un point d'entrée pour plusieurs, probablement du côté ludique qui arrive avec ça. C'est peut-être attirant, là. Ben, je pense oui, puis je pense que côté marketing, ils l'ont eu beaucoup. C'est intéressant. C'était le fun, c'était le défi. Fait que tu dis, je fais pas juste de la course, je fais des obstacles aussi, fait que ça pouvait allier un petit peu à ce niveau-là. Puis tu sais, le déclic que j'ai eu un peu, c'est quand j'allais faire Killington. Dans la course de la bise que j'aimais le plus, c'est quand on courait. Fait que je vais être comme, peut-être que c'est justement putain les obstacles, tant tout que la course, me promener, tout le reste. Là. Fait que c'est là qu'on a comme délaissé un petit peu. J'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. Julien, c'est quoi la physiothérapie?
La physio, dans le fond, ça permet aux gens, dans le fond, c'est de la réadaptation, de permettre aux gens de retrouver une capacité fonctionnelle malgré une blessure, une douleur ou une dysfonction qui est X. Donc, c'est vraiment d'amener les gens à une réadaptation puis de retrouver une fonction qu'ils ont perdue au travers d'un événement, que ce soit un accident de travail, un accident de la route ou juste une blessure sportive ou juste une position de travail qui est, dans le fond, de travail de bureau ou autre. Tu peux avoir des douleurs reliées à ça. Donc, retrouver la fonction au travers d'une réadaptation, là. Tu m'as accroché quand tu as dit retrouver quelque chose de perdu, mais est-ce qu'on peut penser aussi qu'un sportif peut venir te voir, j'ai rien perdu, mais je vais aller plus loin, je vais aller chercher le maximum de mon potentiel. C'est-tu quelque chose que vous pouvez faire aussi ou ce serait quelqu'un d'autre que je devrais voir pour ça? En fait, les deux. En fait, oui, on peut. C'est quand on va aller vraiment de l'optimisation de la performance. Oui, au niveau de la physio, on va faire les choses. On va s'assurer que il y a une bonne fonction au niveau musculo-squelettique. L'articulation bouge bien, t'as un bon contrôle moteur, tout le reste, pour pouvoir aller chercher le maximum de ce que ton corps peut te donner pour progresser à ce niveau-là. Ou je te donne un exemple au niveau du patron de course. Est-ce qu'on est capable d'optimiser notre patron de course pour augmenter ta vitesse, augmenter tout le reste? Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on fait en physio, que je fais. Donc, tout dépendant des objectifs des gens, ben on s'allie là-dedans puis on pousse là-dedans un petit peu. Fait que oui, on envoie en retrouver quelque chose, mais aussi des fois on agit des fois puis souvent on agit en prévention pour prévenir des blessures, prévenir des douleurs ou autre. Puis justement, tu as nommé retrouver une capacité fonctionnelle. Il y a quand même une nuance entre retrouver ses activités comme aller marcher, aller au travail, puis être capable de performer. Fait que j'imagine c'est pas le même programme. Il y a de tout, là. Il y a vraiment de tout. Puis c'est justement, tu sais, on pense des fois à réadaptation ou autre. Je me suis fait poser la question quand j'ai commencé au Cirque du Soleil, c'est quoi la différence entre l'exercice du cirque puis, je vais dire, la clientèle que j'ai de tous les jours. Mais c'est juste des fois le niveau à laquel ils partent puis le niveau auquel ils veulent atteindre. Donc, faut juste, on adapte tout ce qui est intervention, tout ce qui est conseil par rapport à la condition, à l'objectif du patient. Fait que oui, on a juste le retour à la marche. Des fois, j'ai des patients que l'objectif, c'est de marcher 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, versus j'ai un coureur que son objectif, c'est de courir pendant 3, 4, 5 heures. Là. Fait que c'est vraiment d'individualiser à ce niveau-là. C'est des principes qui sont fondamentaux, qui sont plus larges, mais qu'on adapte à tout le monde, en fait, en fonction de leurs conditions et tout. Là. Fait que je comprends que tu es à l'aise avec une clientèle extrême. On parle du Cirque du Soleil, il y a des positions, des actions qu'ils ont à poser qui sont vraiment très, très extrêmes. Donc, tu es à l'aise à travailler. Oui. Dépasser des douleurs puis des blessures. Ben, en fait, dépasser des douleurs et des blessures, en fait, c'est t'assurer que la personne peut le faire avec le moins de douleur possible, avec dans l'amplitude qu'elle est capable, puis de la façon qu'elle fait, puis de mieux qu'elle fait. Fait que des fois, c'est juste ils ont des dysfonctions, puis le corps humain est une machine, et la plus belle machine que je trouve au monde. C'est juste d'optimiser tout ça. Fait que oui, on voit de tout. On travaille avec toutes sortes de corps, toutes sortes de performances, puis c'est ça qui rend notre travail intéressant puis amusant. Je voyais sur votre site que vous travaillez beaucoup en multidisciplinaire avec plusieurs spécialités. Qu'est-ce que ça amène? Peux-tu nous dire, c'est quoi le bénéfice d'un physio qui travaille avec d'autres spécialistes ou comment ça se matérialise ça pour quelqu'un? En fait, tout dépend des conditions de travail différents professionnels font en sorte qu'on peut prendre le même problème sous différents angles puis d'avoir différentes approches pour optimiser sa récupération là. Dans le sens que on travaille ergo, physio, une kin qui travaille avec nous, il y a aussi une chiro qui travaille dans nos bureaux. Fait que tout ça fait en sorte que des fois il y a des choses qu'en physio je suis pas capable d'aller chercher, je suis pas capable de travailler ou j'ai plus de difficultés, mais on allie nos forces puis on pallie à nos faiblesses comme ça. Donc, le patient, au travers de ça, dans le fond, c'est le patient est mis au centre, si on veut, de ce cercle-là, de cette interdisciplinarité-là, puis tout le monde travaille dans son monde pour aller chercher le meilleur de lui, puis de progresser. Là. Je trouve ça génial parce que c'est tellement mieux ça que de les voir en silo, justement, où c'est le patient, justement, qui se promène d'un spécialiste à l'autre avec sa perception à lui. Puis, moi, je vais entendre le commentaire d'un physio, puis j'entendrai pas nécessairement ce que tu m'as dit. Je vais entendre ce que je voulais entendre ou comment moi ce que j'ai retenu puis les bouts que j'ai compris. Je vais leur dire de l'autre côté avec ma perception qui va être encore perçue autrement. Que les professionnels puissent travailler ensemble, je trouve que c'est vraiment riche. Mais je pense que c'est intéressant, puis de plus en plus, c'est notre pratique, de plus en plus qui est enseignée à l'université et qui est démontrée efficace, c'est ça, c'est vraiment de tout le monde travailler ensemble pour ça, parce que tu sais, c'est pas vrai que le physio peut tout faire, le chiro peut tout faire, la kin peut tout faire. Donc, si on va allier chaque force, puis chaque personne a son créneau qui peut avancer vers un but commun qui est le retour aux fonctions, tout le reste, mais je pense qu'au bout du compte, c'est le patient qui est bénéfique puis qui peut retourner plus rapidement à soit son sport, quand on parle aussi de la course, ou à son travail
s'occuper de ses enfants, s'occuper de ton jardin. Fait que tu sais, c'est tout ça, là. C'est-tu nouveau comme vibe, ça? Avant, les gens travaillaient-ils plus en silo puis ils se voyaient comme des compétiteurs, puis maintenant, ou ça a toujours été? Je pense que l'interdisciplinarité est mise de l'avant beaucoup plus depuis quelques années. Est-ce que avant on était plus vu en silo, en compétiteur? Je pourrais pas dire, mais ce qui est amené vraiment ça, puis j'ai gradué, c'est vraiment cet aspect-là qui est mis de l'avant. Mais est-ce que avant c'était en silo? Je pourrais dire que oui. Comment c'était perçu? Je pourrais pas dire, là. Ben, même chose pour moi. Au bac, on en parlait d'interdisciplinarité. Puis moi, je trouvais ça tellement intéressant. Puis c'était un peu ma vision. Puis finalement, ça s'est pas manifesté. Ça demande quand même une certaine organisation de travailler avec d'autres professionnels de la santé. Puis comme tu disais, c'est pas juste le patient qu'il faut qu'il devine, bon, mais là, je vais-tu en masso, je vais-tu en chiro, puis là, il va explorer à gauche, à droite. Il faut vraiment une équipe qui travaille ensemble puis qui se parle. Fait que c'était un peu complexe, je trouvais, là, au moment où j'ai pratiqué. Puis, mais j'ai envie de dire, il y en a peut-être là qui en font, mais pas tant que ça. On n'entend pas tant que ça parler, je trouve. Non, puis des fois, c'est le patient, c'est la personne, c'est le sportif qui sait pas où se diriger. Donc, des fois, moi, ce que je trouve intéressant chez nous, c'est que on les a toutes. Fait que, tu sais, on les a pas toutes, mais on en a plusieurs. Donc, si ça arrive en physio puis que je vois clairement que ta condition n'est pas efficace, elle peut être mieux prise en charge par un kin ou par la chiro, mais je peux te référer puis je peux t'expliquer pourquoi. Fait que là, on fait de l'enseignement ou autre. Fait que tu sais, c'est ça qui permet d'être plus riche versus le patient qui sait pas où aller puis qui fait comme, OK, ben je vais aller voir telle personne, mais que il est seul, mais il va travailler là-dedans. Mais des fois, l'enseignement est bon à être fait auprès de la population, auprès des patients, pour que les gens sachent vraiment où s'enligner. Puis ça se peut que au début, tu penses que tu faut être en physio, puis après quelques séances, ça c'est comme, OK, mais c'est pas pour moi. Si ton professionnel est adéquat envers toi, il va dire, ben t'es mieux d'aller voir un autre professionnel là. T'as dit quelque chose. Si ton professionnel est adéquat, il va te le dire d'aller voir quelqu'un d'autre. Ça, je sais pas à quel point c'est répandu. Puis on a, je pense, l'image que ce soit masso, chiro, physio, il y en a que ça achète de la récurrence, là. C'est, parfait, j'en ai, il vient au mois, c'est beau, c'est facile, on travaille, clic, 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 tu t'en vas. Mais moi, je salue ça. Quelqu'un qui va dire, je suis arrivé au bout de ce que je peux faire pour toi, voici où tu pourrais aller, ou as-tu vraiment encore besoin de moi, ou tu as atteint ce qu'on voulait atteindre, là? Exact. Ça ressemble à quoi les principales blessures des coureurs que vous voyez en clinique? Ce qui revient le plus, là? T'as peur, là. Non. Tu sais, ça peut être la tendinopathie d'Achille, les douleurs au niveau du genou. Après ça, douleurs au niveau de la hanche, latéral de la hanche, fasciopathie plantaire. Des fois, tu vas avoir des bandelettes. Sinon, la bandelette iliotibiale. Blocage lombaire qui fait en sorte que tu bouges moins bien puis ça bloque puis ça fait une sciatalgie. Ça se passe tout au membre inférieur, finalement? Ben, principalement, c'est bien rare que ton coureur va arriver avec ça se peut qu'il arrive avec une douleur au niveau du cou puis que ça soit parce qu'il est tombé ou qu'il y a une douleur X ailleurs puis qui se répercute dans sa course. Mais on s'entend que c'est davantage au niveau du cadre inférieur que tu vas avoir les blessures au niveau de la course à pied, là. Puis majoritairement des blessures de surcharge. C'est rare que c'est traumatique en course. Ça dépend. Je te dirais, ça va dépendre. Tu sais, tu peux avoir une bonne entorse de cheville, une courroie de trail, blessure de surcharge, oui. Après ça, ouais, blessure de surcharge, mais tu sais, tu peux avoir des chutes, tu peux avoir autre chose. En majeure partie, c'est par surcharge, mauvaise quantification du stress, mauvaise prise en charge, mais entorse de cheville au niveau de la trail va arriver. Moi, j'aimerais ça savoir, parce qu'on a parlé, le dernier épisode qui est sorti, on parlait d'étirement, puis on disait que des fois, on va avoir une tension musculaire qu'on n'a pas étirée, mais qui finalement va se répercuter plus haut ou plus bas, puis finalement, le problème original est pas directement lié à la douleur. Je sais pas si tu me suis, là, mais... Mettons, t'as mal au genou, mais c'est pas ton genou qui fait... Mais en fait, c'est pas ta problématique, c'est pas ton genou, mais c'est ton dos. C'est ça, exact. Ouais. Fait que là, ça l'a fait un chemin, puis là, c'est parce qu'on t'a attendu avant d'aller trouver une solution à ce niveau-là. T'as-tu des exemples de blessures que s'il avait été pris avant, ça aurait été juste, par exemple, mettons, une périostite, puis finalement, ça c'est, ben là, on le sait, mettons, une fracture de stress, ça serait l'extrême, là. T'as des exemples qu'on pourrait prévenir comme ça pour les auditeurs? Ouais. En fait... ouais. En fait... pour nous autres. Non, mais tu sais... vite comme ça, j'en ai pas en tête, là, mais tu
sais, ça peut être une fasciite plantaire qui n'a pas été gérée, puis que là, après ça, tu changes ton patron de course qui va apporter une douleur au niveau lombaire, qui va apporter une douleur au niveau de ta hanche, ça. Ou sinon, une problématique lombaire qui fait en sorte que tu bouges moins bien dans certains mouvements, puis tu changes. En fait, ça vient altérer ton patron de course, puis travailler différemment un petit peu, là. Je sais pas si c'est clair ou autre, là, mais oui. Puis des fois, après ça, c'est vraiment ta douleur va modifier, c'est ça, ton patron, puis tu vas mettre de la charge sur certaines structures qui devraient en avoir moins, puis là, tu vas avoir d'autres problématiques, là. Ouais. Ça me fait penser combien de fois j'ai vu des coureurs qui faisaient des périostites, cours talon franc, par exemple. Là, dire, OK, on va changer ton patron de course. Puis j'ai déjà eu l'inverse, une ancienne gymnaste qui courait littéralement sa pointe des pieds puis les talons touchaient jamais à terre, là. Les mollets étaient ultra tendus. Mais je trouve que c'est très difficile parce que c'est très sensitif, le dépôt du pied par terre. Tu sais, si on se voit pas aller, à part si quelqu'un nous filme puis qu'on le voit, là, ça, je trouve que c'est une thérapie quand même d'impact intéressante. C'est, OK, je vois comment mon pied tombe, je le percevais pas comme ça. Mais ce que je trouve, moi, difficile, c'est comment induire de ramener les gens, mettons, un peu plus mi-pied, puis après ça, trouve ta zone de confort. Généralement, les gens vont passer d'un extrême à l'autre. Ce qui était talon, ils vont aller full bout du pied, puis ils vont générer, comme tu disais, une autre type de blessure, parce que c'est pas mieux, finalement, comme patron, là. Puis en fait, puis c'est pour ça que tout changement doit être fait graduellement. Donc, dans le sens que, tu sais, si la personne vient le voir puis tu veux changer son patron de course, premièrement, tout conseil ou autre, je lui dis pas de faire ça durant toute sa course, là. Tu sais, si elle court à 5 km, mais je vais dire, ben parfait, le premier 500, premier 1 km, tout dépendamment, pense à ça, puis après ça, oublie ta tête, continue à courir comme tu veux, puis graduellement tu l'intègres pour ne pas trop intellectualiser le patron de course. Parce que si tu intellectualises trop ton patron de course, parfait, au bout de 3, 4, 5 semaines, il va réussir. Mais 2, 3 semaines après, c'est prouvé qu'il va revenir à son ancien. Donc, tu sais, ce que j'essaie le plus, c'est, tu sais, trouve une façon que tu le feels comme du monde, que tu y vas, puis de donner des trucs mémotechniques, de feeling, de bruit, autre, n'importe quoi. Il y a différentes choses qui marchent pour différentes personnes pour pouvoir quantifier puis pouvoir changer. Fait que c'est pas vrai que tu vas partir d'un patron de course arrière talon versus un médio-pied, un mi-pied du jour au lendemain, puis on veut pas ça non plus parce que tes tissus sont pas adaptés. Donc du jour au lendemain, tu sais, il y a des gens qui ils couraient talon, je les ai fait changer un petit peu comme t'as fait, puis ils m'étaient arrivé le lendemain, puis tu sais 2 semaines après, puis était jamais bien raide de toute la, tu sais, tout ce qui était mollet, chaîne postérieure, t'es super tendu, t'es super irrité, mais pas irrité, mais douloureux parce que son transfert était trop rapide. Mm-hmm. Grande généralité, là, je te quoterai jamais dans un livre pour ça, là, mais c'est combien de temps, mettons, pour toi, pour qu'un changement soit durable, là, je fais changer un patron de course, juste changer justement l'appui-pied, c'est combien de temps qu'on devrait calculer? Ça va dépendre de chaque personne, je te dirais. Il y a des gens qui vont cacher du jour au lendemain, qui vont faire, OK, parfait, ouais, j'ai trouvé la bonne façon de le sentir, la bonne façon de le faire, puis ils vont l'intégrer rapidement, puis il y en a d'autres que c'est un parcours du combattant, puis à un moment donné, il faut que tu vois, est-ce que je gagne à le faire ou qui attaque talon, c'est pas nécessairement négatif. Tu sais, si il vient de voir, il est pas blessé, il a pas mal, il veut pas augmenter sa performance, il est stable dans tout ça, puis il court talon, mais il continue à courir talon. Je veux dire, puis à moins que je vois de quoi qui, tu sais, puis à moins qu'ils me disent, ben parfait, mais j'ai mal au genou, j'ai mal à l'ange. Ok, là on va le changer. Mais une personne qui a pas mal, qui est pas blessée, puis qui veut pas, parce que c'est prouvé qu'un patron de course différent, une chaussure qui est différente, va améliorer tes performances. Mais si la personne elle court son 5 km à 25-30 minutes, puis elle est bien là-dedans, puis c'est ce qu'elle veut. Mais je changerais pas une formule qui est gagnante pour elle actuellement. Mais est-ce que on peut faire la prévention pour voir s'il arrive des choses? Oui. Mais changer pour changer, non. Changer, s'il y a une blessure, un désir d'améliorer sa performance, oui. Mais puis combien de temps ça prend? Ça dépend vraiment de chaque personne, puis de comment il peut percevoir son corps dans l'espace aussi, puis de comment il peut intégrer les choses, le temps qu'il met là-dedans aussi, et tout le reste là. Tu me fais penser à une athlète qu'on a coachée qui a un solide déhanchement du bassin quand elle court. Première fois que je l'ai vu, c'est pas un patron de course, ça sort pas d'un livre, ça, j'ai jamais vu ça, là. Puis, comme tu dis, la première question, ça a été, OK, c'est quoi ton historique? Te blesses-tu? Ça va-tu bien? T'atteins-tu tes objectifs? Oui. Parfait, on touche pas à ça. Ça va rester comme ça. Mais à chaque fois, ça m'accroche l'œil parce que, entre guillemets, c'est pas un patron parfait, mais pour l'instant, c'est le patron parfait pour elle, aujourd'hui, maintenant. Exactement. Il faut vraiment adapter nos interventions puis nos conseils à la personne qui est devant toi. C'est pas de généraliser parce que chaque corps est différent, chaque personne est différente. Donc, faut savoir personnaliser puis de prendre le portrait global de la personne et pas juste une image
au 5e kilomètre de marathon, OK, mais là, son genou rentre par en dedans. Ouais, non, mais tu sais, puis ça se peut que ça fasse ça là, mais qu'elle aille pas mal, puis que ça pas problématique, là. Tu m'as accroché dans ce que tu as dit. Faut prendre la personne dans sa globalité puis regarder qu'est-ce qu'elle est, elle. Puis le monde cherche tellement juste le quick win de « Ah, j'ai mal au genou, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Va sur Internet. « OK, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » C'est tellement pas avisé, là. Puis j'imagine que quand vous commencez, la première affaire que tu fais, t'écoutes ce que la personne a à te dire, puis après ça, vous devez faire une évaluation. Oui, en fait, dans le fond, c'est tout dépendant de l'intention du patient qui vient. Donc, est-ce qu'il veut venir juste pour venir optimiser? Est-ce qu'il vient parce qu'il est blessé? Ou est-ce qu'il vient juste parce qu'il veut prévenir quelque chose? Donc, oui, on fait une historique du patient, on fait une évaluation subjective, on parle de son historique de coureur, y a-t-il des blessures ou autres. Après ça, on évalue tout un peu son corps de façon globale pour voir comment il bouge et tout le reste. Puis après ça, on l'embarque sur le tapis puis on regarde comment ça se passe, là. Puis c'est là qu'on le voit. Mais oui, il y a une évaluation qui est faite côté physique un peu de tout ce qui est souplesse, force, mobilité. Puis en partant, tu sais, si la personne vient me voir, elle me dit à chaque année, mois de février, je me fais une tendinopathie d'Achille. Ouais, t'as peu, y a-t-il un problème dans ta quantification, ta progression ou autre, ou y a-t-il un événement qui se passe au mois de février qui fait en sorte que t'es tout le temps là? Fait que tu sais, c'est vraiment de prendre le patient dans cette globalité puis d'aller chercher la bonne chose, là. Tu me fais penser à moi. J'ai été plusieurs années, j'ai toujours mal au genou au printemps, pis ça, puis ça a été, je me suis rendu compte que ça a pris 3 ans, je réalise, mais que c'était vraiment le changement de saison qui fait que je commençais à marcher plus nu-pieds puis à mettre mes sandales, moins de souliers, fait que ça venait quand même changer juste ma marche, puis avec la charge de la course, plus ce changement-là à la marche, je venais tout le temps que j'avais tout le temps mal au genou. Puis tu sais, on se cachera pas, c'est tout le temps ça. Tu sais, la première belle fin de semaine de mai qui fait chaud, qui fait beau, ben la semaine d'après, 2 semaines après, on a plein d'appels de coureurs. Parce que c'est les coureurs, j'appelle les coureurs saisonniers, puis c'est correct, ils ont pas couru de l'hiver, puis là, mais l'année passée, je faisais 5-10 km, puis là, il faisait tellement beau, je suis sorti, j'ai fait 5-10 km. Ouais, non. C'est ingrat, ça, parce que, comme tu dis, moi, je fais un 10 en 1 heure, mettons. Non. T'as fait un 10 en 1 heure, à telle date, à tel moment. Il y a rien d'acquis, là. Il y a rien d'acquis. Tu sais, une personne qui a déjà couru, il peut avoir un fond, il peut avoir une base qui est là, mais oui, il faut que tu refasses une progression. C'est sûr que si du jour au lendemain, tu dis, je courais les ultras l'année passée, je faisais 5 km par semaine, j'ai pris 2-3 mois off, puis j'en recommence. Mais si tu te fais une semaine de 5 km dans ta semaine, oublie ça, tu vas peut-être une semaine, ça va être correct, mais 2-3 semaines, ça se fait que tu te blesses, là. Fait qu'il faut que tu reprennes progressivement, tu réaugmentes ton entraînement progressivement, là. J'ai envie de dire merci. Merci de le nommer, parce que souvent, on le répète. La personne qui revient, que ce soit justement d'une saison d'hiver ou d'une blessure, non, on repart pas où ce qu'on était, on repart progressivement, peu importe que ça soit, là, tu parles d'ultra, mais ça peut être, je faisais 10 km la saison passée. Il y a quand même une progression à avoir, là. Exact. Puis même si tu continues à courir durant l'hiver, entre la surface d'hiver et la surface d'été est différente. Des gens qui, l'hiver, courent sur tapis, s'en vont sur la route. Il y a plein de facteurs à changement de souliers. Est-ce qu'il y en a qui prennent un soulier qui est différent durant l'hiver? Donc, juste ça doit avoir une adaptation puis un transfert qui est fait entre les deux, là. Puis qu'est-ce que tu penses, justement, si on vient déroger du plan où la personne avait prévu faire, je sais pas moi, on dit 25 km dans sa semaine, mais que finalement, la température ou des événements, la personne va en faire finalement 17. Tu sais, la progression va-tu tant que ça diminuer? Tu sais, si la personne n'arrive pas à faire tout son volume, là, mettons, pendant un mois de temps, là. Non, la progression, mais en fait, la progression va pouvoir être modifiée en tant que telle. Tu sais, si elle va progresser, tu dis qu'elle était supposée faire 25, 30, 35, 40, puis elle fait 17 toutes les semaines, ben, la progression va être différente un petit peu. Oui, il faut juste être conscient de ça, puis adapter, puis être à l'écoute un petit peu, puis voir ce qui est fait, là. Tu sais, on parle toujours d'une progression de 10% du volume par semaine, là. Fait que, tu sais, c'est de voir ce qui est très, très conservateur, puis qui est nommé partout. Fait que, tu sais, c'est de le voir un petit peu. Ben, est-ce que ça peut ralentir? Oui. Est-ce que la progression à long terme peut ralentir? Oui, mais en même temps, si tu prends plus le temps mais que tu te blesses pas, ta progression, au bout du compte, va être plus grande, là. Il n'y aura pas de régression. Exactement, parce qu'il y aura pas d'arrêt pas arrêt, mais il y aura pas de pause pendant un certain temps pour récupérer une blessure ou de diminution de volume, de diminution de charge pour récupérer une blessure ou d'une douleur, là. Ça va être plus durable, finalement. Exactement, je pense que oui. Je fais un petit retour en arrière. Tantôt, tu as dit les coureurs saisonniers qui reprennent. Je pense que tout ce qui est quantification du stress mécanique, c'est très abstrait pour les gens. C'est correct, les gens n'ont pas besoin de le comprendre.
Mais je pense qu'à haut niveau, c'est important pareil de savoir que si ça fait des mois que t'as pas taxé, t'as pas chargé ton corps d'une certaine manière, tu peux pas recommencer bang là où t'étais. Puis moi, ce que je trouve le plus difficile, que ce soit un coureur débutant ou un coureur saisonnier, c'est ceux qui ont des gros cardio, qui ont des bons cardio. Quand tu prends un coureur débutant qui a pas de cardio, son cardio va le limiter puis il va l'écouter ton 1 minute, puis ton 2 minutes, 1 minute parce qu'il est à bout de souffle de toute manière. Je trouve que ça donne une chance finalement de dire, OK, pendant que tu bâtis ton cardio, tout ce qui est musculo-squelettique s'habitue puis progresse aussi. Mais tu prends quelqu'un qui est très fort en vélo ou peu importe, qui a un bon cardio, il commence la course, il dit, ouais, mais je suis capable d'en prendre encore, je serais capable d'en donner bien plus. Je le sais. Mais c'est pas ton cardio qu'on veut travailler, c'est qu'on veut laisser ton corps s'adapter. Exactement, je pense que oui, puis un corps s'adapte en mettant du stress dessus, puis entre le vélo puis la course, le stress est bien différent. Là. Oui, musculairement tu vas aller travailler, mais c'est pas les mêmes structures qui travaillent, puis c'est pas la même façon qu'ils travaillent non plus. Là. Fait que oui, c'est important de progresser comme il faut. Là. Justement, on se posait la question récemment, peut-être que c'était difficile pour un coureur blessé d'avoir des activités de transfert parce que souvent le cardio, c'est beaucoup avec les jambes. As-tu des idées? Ben, activité de transfert, en fait, on vient de la nommer, tu sais, souvent, tout dépendamment de la saison. En fait, tout dépendamment de la saison, puis tout dépendamment de la blessure que tu as. L'activité de transfert que tu peux avoir, c'est de la piscine de natation, souvent qui est là, parce qu'il n'y a pas de charge de corps. Le vélo peut être une bonne option. L'elliptique peut être une bonne option. Ensuite de ça, tout dépendamment c'est quoi, tu peux même aller vers du ski de fond, ski de randonnée l'hiver. Fait que c'est vraiment d'adapter en fonction de ce que tu as, puis ce qui est disponible chez toi. Ah, parce que tout ce que tu as nommé, il n'y a pas d'impact au niveau du pied. Mais si la problématique est au niveau du pied. C'est ça. Mais tu sais, après ça, tu sais, si la problématique est, en fait, au niveau du pied, non. Puis ça doit être au niveau du pied. Mais tu sais, on prend un exemple, si c'est une problématique de tendon d'Achille, puis tu vas en faire du ski de fond, ça se peut que ça, à ce niveau-là. Mais tu sais, si, des fois, où il y a des choses qui vont mieux passer, tu sais, des fois, peut-être qu'à la course, ça passe pas bien, mais, au niveau du genou, la course, ça passe pas bien, mais le ski de fond, le ski de randonnée va bien passer. Donc, c'est de trouver ces zones-là, puis d'essayer de charger un petit peu ton corps d'une autre façon. C'est à quel moment on arrête un athlète de courir complètement? Qu'on arrête de jouer avec, bon, on va diminuer un peu le volume, on va essayer ça, on va essayer ça. Là, on arrête, on prend une pause. Ça va dépendre de sa blessure, ça va dépendre de son historique, puis de ce qu'on suspecte. Dans le sens que si plus il court, plus il se fait mal. Tu sais, mettons, on prend une douleur au niveau du pied. Tu sais, si je suspecte une fracture de stress, je vais sûrement diminuer beaucoup. On va diminuer, mais après ça, est-ce qu'on peut charger un petit peu tout dépendamment en respectant cette douleur-là? Oui. Quand est-ce qu'on va arrêter? Vraiment, quand on voit que même si on adapte, si on transfère, puis que la douleur elle reste ou elle s'augmente, là, on va diminuer, on va arrêter, là. Une douleur qui stagne aussi, on va à un moment donné dire on va prendre une plus longue pause. Tout est relatif, je te dirais. Tu sais, si la douleur elle stagne, mais que tu augmentes ton volume. Tu sais, si ta douleur elle stagne, elle reste stagnante, mais au lieu de faire 5 km, t'en fais 10. Mais c'est une progression aussi. Tu sais, des fois, les gens voient beaucoup, mais disent, j'ai encore mal. Ouais, parfait, mais qu'est-ce que t'as fait? Avant, je faisais rien, puis là, j'ai fait, on va amener à autre chose, j'ai fait 3 fois ma tondeur, j'ai fait 2 km de course. OK, mais ta douleur est la même, parfait, mais ton stress est beaucoup plus important. Donc, c'est ça. Fait que une douleur qui est stagnante, mais tu sais, à ce niveau-là, ça serait de voir si ma douleur est stagnante, puis j'en fais plus, si je rediminue à mon 5 km que ce que j'avais au début, ou ma charge que j'avais au début, mais elle diminue, mais on a gagné. Ben, on a gagné, on a progressé. J'ai le goût de te conter mon histoire. Vas-y. Puis, ça fait du lien avec ce que tu viens de dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont pas être dans le déni, mais dire, j'irai pas consulter parce que je vais me faire arrêter. Je vais me faire dire qu'il faut que j'arrête. Ouais. Hein? Ouais. Puis je pense qu'il y a, là, c'est ma perception, là. Je pense que même la médecine traditionnelle, les médecins de famille sont peut-être moins bien outillés, sont plus prompts à dire, OK, prends un break si t'as mal, puis on va voir si ça va mieux. Alors que j'ai l'impression qu'en physio, comme vous travaillez dans le mouvement, que vous êtes en optimisation, vous êtes peut-être mieux outillé ou une vision différente pour justement continuer à faire bouger les gens. Oui, moi personnellement, j'aimerais pas ça me faire arrêter. Fait que souvent quand j'ai une personne qui arrive, puis là, il consulte, puis là, il est comme pas sûr, je dis non, inquiète-toi pas, mon but c'est pas de t'arrêter. Peut-être que des fois, la gestion de ton problème va peut-être être un petit peu plus longue, ou peut-être qu'on va voir puis ça progressera pas, puis là je vais t'arrêter. Mais mon but premier, c'est pas de t'arrêter, c'est de trouver comment te faire bouger, comment te réadapter, comment te mettre du stress sur certaines structures en fonction de ta blessure, en fonction de ce qui doit être fait pour cette douleur-là, cette problématique-là, puis de continuer à faire bouger. Je serais le premier à pas vouloir être arrêté.
Donc, je travaille avec eux, puis avec mon patient pour voir comment il peut continuer à courir ou à bouger ou à travailler ou faire ces activités X là. Puis moi, quand j'avais consulté, c'était une douleur au genou. Et puis, à ce moment-là, je t'avais déjà consulté toi. À ce moment-là, t'avais une, je sais pas si c'est stagiaire ou du moins quelqu'un qui était candidat à être physio bientôt avec Anne-Marie. Puis, j'ai trouvé ça fabuleux, la relation, là, où, tu sais, c'est elle qui me faisait l'examen, qui a fait toute l'évaluation. Toi, t'étais là, t'observais, puis tu posais des questions. Puis tes questions étaient très neutres. Tu sais, c'était difficile de détecter où tu voulais qu'elle aille. Puis, il y a une question que tu as posée, elle dit, OK, est-ce qu'on l'arrête? Puis, je l'ai vu tellement réfléchir, là, puis elle te regardait. Non? Tu sais, t'étais pas sûr. Ouais, je me souviens. Et moi, j'étais comme, yes, bonne réponse. Ouais, je me souviens, en fait, là, puis oui, puis tu sais, c'est toujours ça des fois, quand en étant stagiaire ou quand on commence en pratique, on a moins de bagages, puis on construit notre bagage au travers du temps, et puis tu sais, comme professionnel, j'en ai fait des erreurs, je me suis, tu sais, des plans que j'ai fait comme, OK, parfait, ça a pas évolué comme que je voulais, fait que tu sais, j'ai un bagage, je me dis, mais parfait, je peux coller des patrons cliniques qui se ressemblent à tout le reste, fait que tu sais, on peut être plus enclin à vouloir laisser bouger, puis ça va dépendre aussi de chaque professionnel puis de la façon qu'il aborde la problématique. Mais ouais, ça peut être des fois pas déstabilisant, mais en fait se questionner pour voir, puis c'est d'entendre ce que le patient il veut aussi, puis c'est pas juste d'aller vers ce que lui il veut, mais c'est de faire un team avec lui puis d'aller dans la même direction avec lui là. Ah, j'aime ce que tu dis, c'est faire équipe avec lui puis de voir où est-ce qu'il veut aller. Puis on l'a nommé souvent là, mais quand on consulte un professionnel, le lien de confiance est tellement important. Puis écoute, je crois qu'un physio peut être un bon physio pour des coureurs, même s'il n'est pas coureur, mais tu l'as nommé. Toi, tu sais que tu voudrais pas te faire arrêter, fait que tu es capable de percevoir ça chez ton patient, de dire je comprends ce que tu vis, peut-être un peu plus empathique par rapport à ça. Là. Ça se peut, puis des fois c'est oui 100%, puis c'est de relativiser, puis des fois c'est les gens vont le comprendre, puis on peut s'adhérer des fois, vu qu'on peut dire mais parfait, tu sais j'ai un petit peu d'expérience, puis tu sais je me considère pas aucunement coureur d'envergure ou autre, là, loin de là, je suis un coureur vraiment récréatif, mais tu sais des fois d'expliquer puis de nommer les choses, ils vont plus adhérer, puis ils vont plus des fois embarquer dans ce que tu dis pour aller de l'avant là. Est-ce que t'es bon pour t'évaluer toi-même dans tes sensations, tes douleurs? Là, je veux mentionner Eri. Il trouve ça drôle comme question. Je veux pas les sentir. OK. Non, dans le déni. Non, oui, un peu. En fait, ce que j'ai l'expérience, pas la plus marquante, là, mais que j'ai vraiment comme senti sensation ou autre, quand j'ai fait la chute du diable en 2017, comme on dit tantôt, là, on s'entend, j'étais pas assez bien préparé, j'avais sous-estimé la course, surestimé ma forme, puis tout le reste. Fait que je me suis ramassé à avoir des douleurs à un moment donné, au kilomètre comme 40, 45, puis j'ai pu comme, tu sais, je faisais un parallèle avec les problématiques qu'on apprend, tout le reste, puis de varier mon patron de course pour pouvoir aller travailler d'autres choses, puis tu sais, vraiment, OK, si je cours de cette façon-là, ça va faire ci, que de cette façon-là, ça va faire ça. Donc, j'ai comme senti des différents feelings, puis de voir comment modifier mon patron de course pour changer. Mais après ça, c'est que j'apportais d'autres problématiques ailleurs. Fait que c'était pas nécessairement gagnant, mais c'est de sentir ça. Puis je pense que c'est intéressant. Mais est-ce que je suis bon pour le sentir? Oui, mais je veux pas nécessairement l'entendre. Je vais pas nécessairement m'écouter souvent, je dis à un patient, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Puis c'est ça, exact. Puis tu sais, c'est ça, mais j'essaie de plus en plus, tu sais, avec le temps, de mieux me gérer, là. Ouais. Puis quand t'as une douleur, est-ce que tu vas consulter un collègue, par exemple? Tu te fies pas juste à toi-même? Ou justement, tu iras pas? Non, mais ouais. C'est bon, ça. C'est prendre le temps, puis des fois, je prends peut-être pas. OK. C'est de prendre le temps, puis c'est pas parce que je fais pas confiance, c'est pas parce que je veux pas me faire arrêter ou autre, c'est vraiment juste de prendre le temps d'arrêter puis de consulter. Puis le pire, c'est pas parce que j'ai pas accès, là, je veux dire, j'ai plein d'employés qui sont extrêmement compétents et qui je fais confiance à 200%, mais des fois c'est juste de prendre le temps puis d'y aller. Puis tu te dis non, ça va passer, puis ça finit par passer, mais c'est ça. Mais j'ai, tu sais, knock on wood, là, j'ai jamais eu de grosses blessures qui m'ont empêché de courir pendant une bonne période, là. Fait que c'est pour ça. On en parlait dans un autre épisode aussi, sans avoir un coach, des fois juste d'avoir quelqu'un qui peut te sonner la cloche, là.
Tu sais, de dire, ouais. il me semble que t'en fais beaucoup, là. Ouais, oui, exact. Là. Puis ça, je l'ai fait il y a quelques années avec... j'avais une planif justement pour optimiser mon temps. Moi, je me disais, j'avais 4-5 heures d'entraînement par semaine, puis je voulais optimiser ça. Puis Cédric Tremblay-Fournier m'avait fait une planif, puis à un moment donné, justement, j'avais une semaine qui était plus grosse un petit peu ou autre, puis il a fait comme ralentir là parce que ton énergie est pas là, puis pousse pas trop parce que ça va partir de l'autre bord. Fait que oui, je pense que ça peut être intéressant pour justement devoir avoir un œil externe, pas juste un œil interne à ce que tu fais là. T'es-tu coachable? Oui, je pense que oui. J'hésite à le faire. J'hésite à avoir une planif parce que je me mets une pression personnellement. Parce que je me dis, une personne qui a travaillé pour faire un programme, qui me fera une planif, puis si j'ai pas le temps de la faire, si je peux pas tout faire ce qui est marqué dessus, ben je me sens mal par rapport au travail de l'autre. Okay. Fait que c'est un petit peu ça, mais oui, je suis. Puis en fait, j'aime ça. Puis quelqu'un qui me dise de faire quelque chose, c'est 100% parce que je vais le faire. Puis tu sais, d'optimiser avec des intervalles ou autre, oui, je le fais. Mais c'est ça, c'est que si une journée à job que genre je finis à 9h, 9h30, puis le matin, il faut que je rentre à 7h parce que il y a un bug à la clinique ou n'importe quoi, j'ai pas le temps de le faire, mais je vais me sentir mal. Puis après ça, voilà. Enjeu pour toi-même. Exactement. Oui, 100%. Mais oui, j'aime avoir, tu sais, dire sortir, puis pas juste courir. Oui, courir pour courir, mais juste pas comme faire une longue à une certaine vitesse, mais tu sais, avoir un plan d'entraînement avec des intervalles ou autre, ça rend ça divertissant, puis ça rend ça plus intéressant. Là. Ouais. Puis c'est là qu'on fait les plus gros gains, je pense là. Je fais un petit retour sur c'est quoi les spécialités où y a-tu des actes protégés, mettons, pour les physios? Oui, en fait, l'utilisation des aiguilles sous le derme, dans le fond, les ponctures physiothérapeutiques avec aiguilles sèches. Ensuite de ça, acte protégé, t'as aussi au niveau de l'électrothérapie, puis plusieurs TENS, autres. c'est ça? Ouais, oui, TENS, puis peut-être ultrason ou autre, là. Puis il y a d'autres actes qui sont partagés avec d'autres professions, là. Ouais. Okay. C'est bon, ça, les aiguilles. On entend ça partout. Ça dépend de chaque condition, ça dépend de chaque personne. Ah, la réponse. En fait, moi, j'adore travailler avec les aiguilles. Ça fait depuis 2000, ma fille a depuis 2019. Depuis 2019 que je travaille avec les aiguilles. Je trouve que c'est intéressant. C'est un médium qui est différent. Puis des fois, faut pas faire. En fait, on fait pas juste ça. C'est vraiment un outil dans notre coffre à outils qui permet de progresser. Est-ce que c'est efficace? Je considère que oui. Est-ce que c'est un bon allié pour différentes conditions? Oui. Mais faut pas juste se fier à ça, là. Ça fait quoi, l'aiguille? Grosso modo, ça vient impacter au niveau du processus inflammatoire de ton muscle. Donc, il y a différentes façons de l'utiliser. C'est vraiment principalement l'intramusculaire. Donc, tu crées une boucle réflexe qui vient faire en sorte de causer un relâchement musculaire qui peut aider. Ensuite de ça, tu as vraiment au niveau d'un influx nerveux qui peut être créé puis travailler à ce niveau-là. Puis des fois même au niveau d'une tendinopathie, ben tu peux recréer un processus inflammatoire pour favoriser la guérison, favoriser l'apport au niveau sanguin et tout le reste. Là. Il y a vraiment différentes façons de l'utiliser. Principalement, on le voit ça en plus au niveau intramusculaire pour qui amène un relâchement musculaire. Là. Sur une échelle d'une aiguille d'acupuncture à un clou à toiture, là, ça se positionne où, la grosseur de l'aiguille? C'est la même grosseur, c'est les mêmes aiguilles qu'en acupuncture. Ah, ok, c'est juste tout petit. Okay. Oh, c'est tout petit, c'est en tête de sapin. Fait que les gens qui aiment pas les aiguilles, des fois c'est le feeling que l'aiguille elle rentre dans ton corps, elle vient comme haute, mais c'est vraiment une aiguille en tête de sapin. Fait que la piqûre en tant que telle, tu la sens pas. Souvent ce que tu sens c'est le trigger, la douleur irradiée quand l'aiguille elle agit là. J'ai envie que tu nous parles justement du processus inflammatoire, mais pas nécessairement juste par rapport aux aiguilles, parce que souvent on dit aux coureurs non, faites pas ça, prendre des Advil, aller courir, tu sais, des douleurs. On veut pas nécessairement faire enlever l'inflammation. Parle-nous de ça un petit peu. En fait, l'inflammation est utile. On a toujours vu l'inflammation un petit peu comme le méchant, mais l'inflammation inflammatoire est utile pour favoriser la guérison, favoriser la récupération suite à une blessure. La prise anti-inflammatoire n'est pas indiquée, surtout comme on dit, je vais prendre un anti-inflammatoire pour je vais courir. Non, c'est loin de là. Tu veux pas faire ça. Puis même dans le dernier acronyme de la clinique du coureur qui parle de Peace and Love, mais c'est même pas utilisé anti-inflammatoire. Oui, à certaines occasions très spécifiques, il peut être utilisé de façon bénéfique dans un certain laps de temps, mais l'inflammation est utile pour le corps, pour réparer, pour progresser. Puis pour une blessure que ça fait longtemps que je traîne depuis plusieurs mois, c'est-tu là qu'on va peut-être prendre des anti-inflammatoires? Quand ça fait longtemps qu'on traîne la blessure? Mais en fait, pourquoi tu traînes ta blessure depuis longtemps, je te dirais?
Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait Ouais. que, normalement, tu sais, ton processus inflammatoire, tu sais, puis une blessure, ton entorse de cheville que tu te fais là, ben, tu la veux, tu veux venir gérer un petit peu le gonflement, tu veux venir faire une compression, une élévation, mais ton inflammation va faire en sorte d'avoir un apport sanguin, d'avoir les cellules qui vont venir réparer tout le reste à ce niveau-là. Puis ta douleur, ta blessure que tu t'en depuis longtemps, ben, c'est une inflammation que tu as, c'est d'autres choses. OK. C'est Voilà, pas nécessairement de l'inflammation. exactement. Tu sais, on dit souvent comme inflammation, douleur, tu sais, il y a vraiment des douleurs qui sont mécaniques, des douleurs qui sont inflammatoires. Fait que tout dépendamment du spectre dans la douleur que tu es, mais tu viens jouer, mais ça dépend vraiment de chaque condition. Puis c'est ça qui est, mais d'emblée, c'est ça, l'anti-inflammatoire n'est pas, il est utile, mais ça dépend de chaque personne. Puis c'est pour ça qu'il faut souvent consulter soit ton médecin, soit ton professionnel de la santé, ou autre, ou ton pharmacien même à ce niveau-là. C'est rendu un bon signe. Quand tu prends des anti-inflammatoires parce que c'est une douleur qui dure, là. Va consulter souvent. Tu sais, c'est une douleur qui dure depuis 2 semaines. Mais essaie de prendre rendez-vous. Ça se peut que ça se passe. Ça se peut que ça revienne, mais des fois, le corps est fait pour se réparer par lui-même, mais des fois, il a besoin d'aide un petit peu. Si ça fait longtemps que tu traînes une blessure, ben, consulte. Puis, ça se peut que tout se passe bien, puis qu'il y ait pas qu'il y ait rien à faire, mais que ça récupère, ça suive son cours. Mais sinon, au moins, tu vas aller voir tu vas avoir une meilleure idée, puis tu vas parler aux bonnes personnes, puis aux bons professionnels, là. T'as parlé d'aller voir ton médecin de famille. Quand est-ce que je vais voir lui? Quand est-ce que je viens de voir toi? Quand est-ce que... As-tu un guide? Moi, j'ai toujours été un peu perdu dans tout ça. Il y a beaucoup de professions, je trouve, qui peuvent nous aider. T'as parlé d'interdisciplinarité, c'est magnifique. C'est pas toujours disponible, mais mettons, j'ai une porte à cogner, là. Quand est-ce que je viens en physio? Quand tu as une blessure, peu importe le type de blessure, que ce soit au membre inférieur, membre supérieur, au niveau cervical, dans le dos, peu importe, tu peux venir voir. Puis des fois, pourquoi venir voir un physio versus le médecin? Des fois, il peut avoir plus grande accessibilité. Donc, au lieu d'attendre trop longtemps avant de voir un médecin, mais ça va voir un physio, ben lui, il va déjà pouvoir faire ton évaluation, voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis, si c'est pas une condition qui peut être adressée en physio, mais il va te référer à ton médecin. Mais je te dirais douleur musculo-squelettique, c'est pas ça. Puis même à ça, il y a d'autres problématiques ou d'autres conditions qui peuvent être traitées. On pense souvent aux blessures sportives, aux blessures musculo-squelettiques qui sont adressées par la physio, mais il y a aussi d'autres réadaptations au niveau post-AVC ou autre chose. Ça, c'est plus au niveau public, plus au niveau en réadaptation. Mais quand est-ce qu'on va voir la physio, moi je pense que dès que tu as une douleur X, perte de fonction, ça peut être une bonne façon de un premier scan, puis au besoin, il va te référer vers ton médecin, il va te référer vers ton professionnel, et tu vas déjà avoir une évaluation puis une prise en charge qui peut des fois être plus rapide, pas attendre trop longtemps. Là. Moi, tu vois, quand je t'avais consulté, c'était... Tu sais, j'ai passé le plus clair de ma vie, c'est pas vrai. Je commence à être vieux. Mais ma jeunesse en grand surpoids, j'étais vraiment pas en forme. Pour moi, j'allais à l'hôpital pour me faire trouver une maladie. Là. Tu sais, je veux dire, j'avais pas une relation positive avec le milieu de la santé. Et puis, quand je suis venu en physio, avec une blessure de course, vraiment, je me sentais différent. Je me sentais comme un athlète. Puis, je suis rentré dans la clinique en me disant comment je peux reprendre mon sport le plus rapidement possible, le plus sécuritairement possible. Je trouve que la dynamique était tellement différente. Là, je voulais juste aller mieux. Je voulais juste bien faire les choses. Puis, c'était pas juste je viens ici parce que je suis malade. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, 100% en fait, là, puis je pense que ça peut être, c'est ça qui est intéressant. On agit pour ramener ça, puis on agit aussi des fois en prévention pour éviter certaines choses plus tard aussi, là. J'ai envie de te demander, c'est quoi ta vision comme physio, toi? Ma vision par rapport à la physio, c'est de retrouver une fonction de permettre de refaire tes choses. Dans le sens que, tu sais, le podcast c'est là-dessus, au niveau de la course à pied ou autre, mais tu sais, tout ça s'applique à n'importe qui. Dans le sens que c'est de retrouver de bouger, puis tu sais, l'activité, est-ce que c'est la course à pied, est-ce que c'est la marche, est-ce que c'est de jardiner, mais c'est de retrouver ça, puis de rester en mouvement, puis d'avancer. Fait que la vision de la physio, je te dirais, c'est ça, puis de permettre aux gens de rester en mouvement ou de reprendre le mouvement. Fait que ça se fait, oui, par le traitement, oui, par la prévention, c'est ça, voilà. Y a-tu quelque chose où on n'est pas allé, Julien, que t'aurais aimé ça jaser par rapport à course ou la physio, peu importe, y a-tu vraiment un angle qu'on n'a pas couvert? Non, je penserais pas. C'est un petit peu s'il y a quelque chose qui vous limite une douleur de consulter, que ce soit le professionnel en physio, en chiro, en ostéo, n'importe quoi, un professionnel en qui vous avez confiance, puis que il va être outillé pour adresser votre problème, pour vous permettre de bouger, de retrouver le mouvement, puis de pas attendre trop longtemps. Oui, des fois, l'accessibilité peut être difficile. On est dans ce petit dilemme-là ces temps-ci aussi, là. Donc, t'appelles pour un rendez-vous, ça peut être quand même, ça peut être dans un bon moment, mais de quand même prendre le temps, des fois, de prendre soin de soi
pour être capable de prendre soin des autres après peut-être, ou de juste avancer puis de continuer. J'aime vraiment ça, t'as une belle philosophie. C'est un bon truc. Tu dis, mettons, des fois, le rendez-vous, ça peut prendre un petit peu de temps. Raison de plus pour pas hésiter. Dès que vous avez un soupçon, un doute, prenez votre rendez-vous. Puis au pire, si dans 2 semaines, ça va mieux, et ça sera juste parfait. Mais au lieu d'attendre 3 semaines, un mois, 2 mois de douleur pour après ça prendre un rendez-vous, puis attendre encore 2-3 semaines, par exemple. C'est ça, 100%. Ben, tu sais, moi, je dis aux patients, quand ça revient, ben, tu sais, ça fait comme 1 semaine, 2 semaines que tu as cette douleur-là, ou cette problématique-là, appelle. Puis, tu sais, si ça va tu sais, son rendez-vous en 2-3 semaines, mais peut-être que dans 2-3 semaines, tu vas être rendu correct, mais t'appelles 1 semaine avant, puis tu reportes, puis quelqu'un d'autre va être content d'avoir le rendez-vous. Mais c'est que t'attendras pas un mois, après ça, un autre mois de plus, puis là, ça va être pire encore. Là. Julien, t'avais-tu quelque chose à nous plugger avant de la fin de l'épisode? Continuez à bouger, puis de vous référer aux bonnes personnes, aux bons professionnels de la santé, puis de s'entourer comme il faut pour prendre en charge vos blessures, mais aussi, sans que ce soit une blessure, des fois, de s'entourer comme il faut. Quand on débute un sport, quand on débute une activité, n'importe quoi, on va faire en sorte de pouvoir la perdurer dans le temps. Effectivement. Fait que sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Okay guys, like and subscribe. Ça veut dire quoi le point .io? Ah, ça veut dire intelligence organisationnelle. Ça veut dire intelligence organisationnelle. Oh! Ça a l'air brillant. Mais encore. C'était bon.